Marc Bressan est l'un des grands écrivains d'aujourd'hui. Après avoir obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son livre La dernière conférence, il revient avec La Citerne, publié chez De Fallois. Bonjour Marc Bressan, merci d'être avec nous. Et l'on dit très clairement, et votre éditeur le dit, c'est aussi un roman bien sûr, mais c'est aussi l'histoire d'un écrivain qui a eu 20 ans en Algérie. Oui, c'est un problème d'âge. Je veux dire, en 1960, tous les jeunes Français de moins de 20 ans partaient, passaient 2 ans et demi dans ce pays qu'ils ne connaissaient pas pour y sauvegarder la présence française. Et au bout de 2 ans et demi, on n'avait pas bien compris de quoi il s'agissait, mais on repartait et la guerre continuait. C'est la guerre vue de l'intérieur, vue de ces troufions, comme ça, comme vous le dites, perdus dans ces fortins, comme ça, ne sachant pas très bien pourquoi ils sont là et qui observent. Oui, je crois que ça a été le destin de beaucoup de ces jeunes gens qui ont débarqué dans des endroits vraiment perdus, parce que l'Algérie est plein d'endroits perdus, du moins à cette époque. Et on était dans une vallée, sur un haut plateau, je sais pas quoi, très souvent sans savoir très bien ce qu'on avait à faire. Sinon, en principe, essayer qu'il n'y ait pas trop de meurtres et d'assassinats. Parfois, c'était du côté des Français, de l'armée française, malheureusement, que la violence venait. D'autres fois, c'était des gens qui étaient dans le maquis et qui se battaient pour obtenir leur indépendance. Et donc, tout ça était tout à fait consternant. Et en même temps, on avait 20 ans, les pays étaient magnifiques. C'est la première fois qu'on sortait de notre Alsace natale ou de notre Auvergne profonde. Et donc, il y avait une sorte de curiosité. Et puis des rencontres, même avec les gens qui étaient tout à fait contre nous, puisque tout le monde, quand même, d'une certaine façon, parlait le français ou qu'on avait appris un peu d'arabe. Bon, il y avait de vraies rencontres très étranges et défiant absolument toute raison. Défiant la guerre aussi, quelque part. Parce que votre héros, Werner, il est là, mais finalement, le monde vient à lui. Les nouvelles, j'allais dire, qui viennent de l'extérieur, qui voient comment cette guerre s'organise, et puis en même temps, se sentir pris là-dedans. Oui, pris dans une sorte de tornade. Effectivement, le transistor démarrait, c'est ça qu'on a du mal à imaginer, mais c'est qu'en 1960, les premiers transistors sont apparus, c'est-à-dire des petits appareils radio qui permettaient de capter le bruit du large. Mais c'est vraiment tout à fait à la fin de la guerre d'Algérie. Et cette guerre nous dépassait, à la fois on comprenait bien les gens d'en face qui avaient été conquis 130 ans avant, qui avaient été déclarés français sans en avoir vraiment les droits, qui avaient été déclarés aptes au service militaire, qui avaient joué un rôle énorme dans la libération de la France, notamment entre 39 et 44. Et à qui on n'avait jamais donné vraiment le droit de vote, à qui on n'avait donné que très peu d'écoles, dont les meilleures terres avaient été prises, et donc ces gens en avaient assez, avaient envie de changer les choses. Est-ce que finalement, ces Français qui sont envoyés là-bas contre leur gré se finissent par mieux comprendre ou mieux connaître ce qu'étaient les Algériens français? Je crois que, on ne comprenait pas parce que c'était trop difficile à comprendre. On avait été élevé dans l'idée que l'Algérie était française depuis 1830, date de la conquête, alors que la Savoie ou Nice n'était française que depuis 1865. Et donc, on nous avait tellement expliqué ça qu'on avait du mal à comprendre au départ pourquoi ils ne voulaient pas avoir ce bonheur d'être français. Et on le comprenait évidemment petit à petit en voyant l'injustice qui était leur lot commun. Non pas que les pieds noirs, comme on commençait à les appeler, étaient des exploiteurs du peuple, comme on l'a dit. C'est absurde. Il y avait quelques gros colons qui effectivement étaient des exploiteurs du peuple. Et surtout, il y avait un petit peuple de gens venus de toute la Méditerranée qui avaient trouvé là, parfois déportés par la Commune, par Napoléon III, etc., qui avaient trouvé là un moyen de survivre, de se poser quelque part, et simplement qui eux aussi étaient incapables d'affronter la situation. Oui, Marc Bressan, il y a évidemment cette trame romanesque, cette dernière citerne qui est comme ça, là, qui manifeste la présence de cet objet comme ça, qui est là, et qui impressionne, parce que finalement on trouve dans cette histoire, dans ces origines-là, une vérité humaine profonde. Oui, enfin, cette citerne, je crois qu'on ne trahit pas le livre en disant ce que c'est. C'est une vieille citerne qui remonte à l'orée des âges, car l'Algérie est un pays qui a été, entre guillemets, civilisé depuis des millénaires, bien avant que la Gaule commence à prendre forme humaine, et donc une vieille citerne au-dessus d'un village qui a été remplacée par une citerne beaucoup plus moderne dans la montagne, qui est totalement vide, et qui va servir, en fait, de caveau pour des gens qui seront exécutés
exécuté au tout début de la guerre par un officier français fou. Hein. Ouais. Ça, malheureusement, c'est quelque chose d'historique. Et cette citerne... qui est en principe source de vie. L'eau dans ces pays, c'est l'essentiel. Hein. Cette citerne, effectivement, est devenue une sorte de symbole de la mort. On la voit de partout. Et le Werner dont vous parlez, cet officier qui est envoyé en Alsace natale, il ne cessera de la voir de plus en plus. Elle s'incrustera dans son corps. Mais en même temps, je veux dire, le livre, je crois, d'après ce qui m'a été dit par beaucoup de lecteurs, n'est pas un livre sinistre, parce que la nature est là, parce que la vie est là, parce que même entre ennemis, on peut parler, et que de toute façon, je crois que c'est une chose essentielle, on peut toujours, dans toutes les logiques meurtrières, mettre des grains de sable, et je crois que c'est ça la vie humaine. Oui. C'est dire aussi que rien ne sera plus jamais comme avant, pour Werner, comme pour évidemment les Algériens, c'est-à-dire que cette espèce de tragédie sur ce fond assez extraordinaire, vous disiez, de ce pays merveilleux, et de cette rencontre fortuite finalement entre ces hommes, faut que leur vie va être changée. Oui, je pense qu'elle va être changée. D'abord, un certain nombre vont perdre la vie dans cette aventure, donc c'est un moyen de la changer. Et d'autres, effectivement, vont se trouver renvoyés soit à leur destin d'Algériens, soit à leur destin de Français de métropole. Mais en même temps, je pense qu'ils ne cesseront de, comme ça a été mon cas, de ruminer quand même cette sorte de guerre si sanglante pour arriver à quoi? À une opération normale qui était que l'Algérie, après un certain temps, comme le Maroc, comme la Tunisie, où ça s'est passé infiniment mieux, retrouve la maîtrise de son destin. Ouais. Et aujourd'hui, quand on revient en Algérie, si vous y retournez, vous, Marc Bresson, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, très étrangement, je ne suis jamais retourné en Algérie. Non pas que j'ai le sentiment d'avoir commis des infamies, j'étais à l'intérieur d'un camp qui j'ai essayé de ne pas tuer mon prochain, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la citerne est toujours dans un coin de ma tête et que je n'ai pas envie de la rencontrer. Et je pense que même si j'étais à Alger, à des centaines de kilomètres de la citerne en question, elle serait là. Donc, mais peut-être que quand même, ayant en quelque sorte donner enfin une forme écrite à mon expérience, peut-être qu'il me sera plus facile de retourner dans un pays que j'aime profondément. Merci Marc Bresson, La Citerne, c'est un très beau livre qui fait suite donc à la dernière conférence qui avait eu le prix de l'Académie française, publié chez De Fallois. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde que vous connaissez bien. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité dans cette chaîne que je connais bien et que j'aime et apprécie de plus en plus.